Fin septembre 1991. La Bourgogne est en pleine vendange. La pluie fine de ces derniers jours oblige à mettre les cirés. Image insolite, gestes répétés des sécateurs coupant les raisins que chacun peut découvrir au hasard d'une balade en Côte d'Or, ici à Nuits-Saint-Georges plus exactement, dans les vignes de monsieur Jean Chauvenet. Cherchez bien dans toute la Bourgogne et regardez comment les raisins sont transportés. Vous ne trouverez certainement plus beaucoup de paniers porteurs comme celui-ci, car M. Chauvenet est pratiquement le seul à perpétuer les vendanges à l'ancienne, avec, paraît-il, un autre viticulteur de Volnay. Panier porteur donc, en osier, dont les origines remontent très loin dans le temps, certainement au Moyen-Âge, époque où commence à se développer un peu partout le vignoble en Bourgogne. Matière végétale par excellence, l'osier, regardez bien, permet à l'eau de s'écouler à travers les différents brins entrelacés. Un avantage certain, puisque cette élimination de l'eau jusqu'à l'arrivée des raisins en cuverie ne peut que contribuer à l'amélioration de la qualité du vin. C'est une des raisons qui ont décidé M. Chauvenet, le voici, à continuer ainsi ses vendanges. L'autre raison étant le folklore. Garder la tradition, comme il dit. Le seul problème étant de trouver chaque année des personnes capables de restaurer les paniers. Chaque panier transporte entre 35 à 40 kg de raisin. Et les 2 ou 3 porteurs vont ainsi sortir des vignes dans les 100 à 120 paniers par jour. M. Chauvenet a ainsi estimé que sur les 7 hectares de vignes vendangées en 1991, durant 5 à 6 jours, la quantité de raisin transportée est d'environ 600 paniers porteurs, pour une récolte finale de 300 hectolitres. Il ne reste plus qu'à déguster. Oh!
Moment sacré des vendanges, le casse-croûte de 10 heures. Charcuterie du coin et quelques bouteilles des dernières vendanges. Tout en haut de la remorque, les grappes de pinot noir attendent le départ vers la cuverie. Ici, les vendanges sont familiales. Quelques amis également y participent. Après le casse-croûte de 10 heures, la remorque des paniers arrive à la cuverie de M. Chauvenet à Nuit-Saint-Georges. Un autre voyage sera effectué aux environs de midi. Ici, en Bourgogne, on ne pratique pas la macération carbonique comme en Beaujolais avec le gamay. Ici, le cépage, c'est le pinot noir. Les raisins vont être écrasés et séparés de la rafle, puis transvasés dans les cuves pour la fermentation. Après la Côte de Nuit, un petit voyage en Côte de Beaune s'impose. Ici, le célèbre vignoble de Pommard. Comme dans tous les vignobles en rouge de la Bourgogne, le cépage unique, c'est le pinot noir. En ce début d'octobre 91, le soleil est maintenant revenu, les raisins sont bien mûrs, et il est donc temps de rentrer la vendange, comme ici dans les vignes du domaine Parent. Le maître des lieux arpente sa vigne et surveille les vendanges. C'est que maintenant commence une longue alchimie qui ne se terminera que dans plusieurs années avec la mise en bouteille. La vigilance est donc de rigueur à chaque instant si l'on veut mériter sa renommée de bon vigneron.
sont ainsi environ 1800 viticulteurs en Côte d'Or à surveiller avec attention l'évolution des raisins pour ensuite en pénétrer tous les mystères au cours de la vinification. Ouais, ça va souvent les... Alors ça c'est Cyril au vendange. Ils ont mis turbo là-haut. Gaëtan, c'est mieux. Gaëtan en vendange. Gaëtan, il n'oubliera pas les vendanges. Il est très content. Il revient l'année prochaine. Après les mois, Marlon. Je fais le doigt. Il n'a plus rien alors. Monsieur Parent, est-ce que vous pouvez nous situer le vignoble dans lequel on se trouve? Alors, vous êtes sur le territoire de Pommard. Pommard qui a 350 hectares de vignes classées en appellation Pommard et Pommard premier cru. Comme dans toute la côte viticole et dans tous les pays, il y a des différences sensibles de roches et donc de terrains qui sont avec ces roches. Ça nous amène à avoir des différences dans les vins issus de ces terrains. Vins plus souples, vins plus durs, de longévité plus grande et de présentation différente. Sous la même appellation Pommard, vous avez des caractéristiques différentes. Alors, comment peut-on différencier, par exemple, un Pommard d'un Volnay qui est tout proche? Alors, les différences résident uniquement dans le terrain. Vous avez devant vous Pommard, Volnay et après Meursault. Pommard va vous donner sur ce secteur-là, dans les Rugiens par exemple, vous avez une roche rouge, violette, avec présence de fer, qui va vous donner des vins durs, tanniques. Vous allez sur Volnay, autre roche, qui donne des vins un peu plus souples, plus fins, surtout dans la phase jeune, et des vins qui sont très agréables par leur finesse et leur bouquet. Les vins de Rugien, par exemple, sont beaucoup plus d'évolution, plus lente, et vont acquérir ces qualités-là, mais simplement au bout de 10 ans. Voilà les différences. Plus loin, vous allez trouver un vignoble de Montcly, vin rouge également, très agréable, avec certaines caractéristiques de Volnay également. Les vins souples, mais avec une bonne longévité également. Et après, vous aurez le vignoble de Blanc de Meursault. Alors, Monsieur Parent, je suppose que vous avez toujours été dans la tradition vigneronne bourguignonne. Oui, nous faisons partie je fais partie d'une vieille famille. Je suis le 12e, mon fils le 13e et mon petit-fils le 14e. On remonte ce qu'on a retrouvé sûrement et avec les papiers actuels
alentour de 1600, la présence d'un parent autour de 1610. Mais il y a de nombreuses familles, je vois à Pommard, il y a des familles qui remontent encore plus loin. Il y a beaucoup de vieilles familles et on maintient la tradition vigneronne, si on peut dire, depuis ce temps-là. J'avais, pour la petite anecdote, un ancêtre qui, en 1787, était très ami avec Thomas Jefferson. On a du reste fêté ça il y a quelques jours. Et il lui expédiait du vin, et il lui a même expédié des plants de vigne à Monticello. Vous voyez, il y a 200 ans. Alors ici on est au moment des vendanges, mais pourrait-on parler, disons, du travail dans les vignes tout au long du cycle d'une année? Alors le cycle commence par la taille de la vigne. On prétaille souvent avant l'hiver, novembre-décembre, et on taille dès que les fortes gelées sont finies, en général février-mars. La taille, qui est très importante, parce que c'est ce qui va déterminer quelquefois la récolte, par le mode de taille plus ou moins différent. Ça va déterminer la récolte et la vie du cep. Il faut par exemple les jeunes vignes tailler ça court pour ne pas les épuiser trop vite. Après ça, vous allez avoir la pousse. Quand la vigne se met à pousser, en général c'est au mois de mai. Le pinot, je rappelle, est un plant qui pousse écarté. Et à un certain moment, il va falloir le palisser. C'est ce qu'on voit à l'heure actuelle, par un système de fil mobile pour le maintenir. Autrement, il casserait très facilement. C'est une période qui va durer, par suite des repousses différentes des rameaux, à peu près jusqu'au mois de juillet. Pendant ce temps-là, évidemment, il y a tout le problème des traitements qui sont importants, aussi bien anti-cryptogamie que contre les bêtes de toutes sortes, acariens, petits ou gros, vers de la grappe ou acariens. Il y a une période plus calme qui est la période du mois d'août, où là, c'est la période de maturité. L'intervention, sauf traitement, est finie, pour arriver à la période à laquelle nous sommes, la période des vendanges. La floraison a lieu à quelle époque? Floraison, en général, 15 mai. Quand ça va bien, 15 mai. Alors, c'est une période déterminante parce que il pousse au début, c'est l'embryon de raisin, mais la noison va se faire, comme dans les autres fruits, après la fleur, au moment de la fleur. Et là, le temps ambiant influe beaucoup sur la constitution des grappes. Et la période de fin de floraison nous détermine, à quelques jours près, la période de vendange, puisque nous comptons une centaine de jours après fin de floraison pour la vendange. Alors comment se présente la vendange 91? La vendange 91 se présente bien. Ça a été une année un petit peu perturbée par un peu de gelée, un temps froid, mais qui s'est bien rattrapé au cours de l'été, avec un été chaud et sec. Ça fera un millésime de quantité moyenne, mais de très bonne qualité, qui fera la suite à cette série de millésimes qu'on vient d'avoir, 90, 89, 88 et autres années. Alors parlons un peu des bouteilles maintenant. Combien d'années à peu près pour boire un pommard dans de bonnes conditions? Un pommard, suivant les différentes appellations dont je vous ai signalé, il faut compter 6, 7 ans à 12 ou 15 ans. Bien sûr, avec aussi une différence dans les millésimes. Il y a des millésimes de plus longue garde que d'autres. La plaine produit l'appellation village par rapport aux premiers crus qui sont situés sur les coteaux. Donc, en général, les vins issus d'appellation village sont plus souples, sont à boire 5, 6 ans, 7 ans en moyenne, par rapport aux premiers crus situés sur les coteaux,
qui, eux, demandent en général, et pour Pommard, une dizaine d'années de vieillissement avant d'être prêts à boire. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas aller jusqu'à 15 ans et au-delà, là aussi, avec des années différentes. Et tout ça, c'est le mystère de ce qui se trouve sous nos pieds, du terrain. Alors, le terrain et la nature, deux éléments très importants pour élaborer du vin. Et puis aussi le travail du vigneron. Monsieur François Parent, les raisins arrivent à la cuverie, alors qu'est-ce qui se passe? La première opération que nous faisons en cuverie est les grappages. C'est-à-dire que nous séparons le raisin, la tige du raisin de la grume. Ensuite, après cette opération effectuée, le raisin est distribué dans les cuves qui sont derrière moi. Il y a plusieurs opérations pour la vinification. Vous avez l'opération de chaptalisation, c'est-à-dire l'enrichissement. Nous avons droit à un enrichissement de 2 degrés sur nos vins certaines années. Ça ne se présente pas à l'heure actuelle car nous avons des années qui sont propices. Et nous avons aussi une opération qui s'appelle dite de remontage, c'est-à-dire remonter du jus de bas de cuve pour le remettre au-dessus, qui favorise une oxygénation des levures, ce qui leur permet une reproduction. Et puis nous avons l'opération de pigeage, qui est une opération extrêmement importante, puisque c'est une macération, c'est-à-dire c'est un brassage manuel ou automatique, qui consiste à faire une macération de façon à en extraire tous les tanins et surtout la couleur de nos vins. Alors l'opération pigeage, c'est le régal des vendangeurs qui arrivent. Alors généralement, c'est le régal des vendangeurs qui arrivent. Pour nous, c'est encore manuel, mais dans les années à venir, ça risque de devenir automatique. Elle est fraîche aussi celle-là par rapport. Deux milieux. Et puis tout le tour. Voilà. Puis vous mettez tout le tour. Pour l'instant, la plateau, on peut en parler. Il y en a deux qui se mettent au milieu. Attends, on va être un deuxième plateau, non? Elle est dure, celle-là. Bon, vous plongez dedans, hein? On va mettre les deux, là. Enfoncez-vous, voilà, au maximum. Ceci va être sûr. Voilà, descendez bien. Descendez. Descendez, escalier. Juliette. Attends, je suis coincé. Là, dis donc. Ça, c'est le pudding du soir.
Il est comme ça. Toujours en Côte-de-Beaune et non loin de Pommard, voici le non moins célèbre vignoble de Meursault. Meursault, connu surtout pour ses vins blancs, mais où l'on trouve également des vignobles en rouge, dont le célèbre Volnay-Centenot, planté sur 30 hectares. Le cépage en blanc, c'est le chardonnay, planté sur environ 430 hectares à Meursault, auquel on peut ajouter pour la renommée les 500 hectares de Pouligny et Chassagne-Montrachet. Noël. Panier. On en encore combien? Deux après celui-là? Non, ça se passe pas bien. Il y en a j'ai pas pris, c'est pas? Non. Bon bah t'attendrais comment? Pardon? Ici, comme dans toute la Bourgogne, les vignes montent très haut sur les coteaux. Et c'est Pierre Boyau, viticulteur à Meursault, que nous allons retrouver dans ces vignes. Eh bien là, vous êtes dans le village de Meursault, la capitale des grands vins blancs de la Bourgogne. Et actuellement, on est en plein milieu de vendange. Et vous voyez, ça se passe par le beau temps. Les grands vins sont rentrés pour la plupart et sous un beau soleil. On est content de la récolte, on a de beaux degrés. Et les vignerons sont heureux. Alors le cépage, c'est le chardonnay. Le chardonnay qui se plante d'ailleurs dans beaucoup d'endroits maintenant, aussi bien en Californie, mais il y a longtemps qu'on le connaît à Meursault et dans la région de Chablis. C'est ce qui donne les excellents vins blancs de Meursault, de Puligny-Montrachet, de Chassagne. Moi j'ai commencé à l'âge de 16 ans dans la vigne, et je viens d'en avoir 60. On commence à connaître la vinification. Enfin ça pose toujours des problèmes, surtout les grands millésimes. Comme ça va être le cas cette année, comme c'était le cas l'an dernier, en 89. Il faut faire attention quand même à la vinification, aussi bien en blanc et peut-être encore plus en rouge. Ben, la vinification en chardonnay ne pose pas de gros problèmes. Sinon qu'il ne faut pas traîner pour entrer la vendange. On doit presser assez rapidement. Et en opérant de la sorte, en général, on doit avoir un bon résultat. Ce qui est beaucoup plus simple que la vinification en rouge, où on doit s'adapter tous les ans à l'état de la vendange, à la richesse en sucre et à d'autres paramètres qui compliquent un peu la vinification par rapport à ce qu'elle est dans le blanc. C'est quand même toute une éducation de vie, si on peut dire, d'être vigneron. Ah, ben, c'est un métier comme tous les métiers. Je pense qu'il faut l'apprendre, le pratiquer, et puis faire ça avec assez de sérieux et beaucoup de passion.
Alors, votre clientèle se compose surtout de particuliers qui viennent directement à la cave. C'est ça. Ce sont des gens qui sont amateurs de bon vin, aussi bien blanc que rouge, et qui cherchent dans toute la côte à trouver un producteur où ils trouveront le produit qui leur plaît, ainsi que le prix, parce que maintenant, naturellement, les vins sont relativement chers. Et les gens sont à la recherche d'un vigneron. D'un vigneron dans la côte des Blancs, d'un vigneron dans la côte des Rouges. Et en général, ils sont assez intéressés par le fait de connaître un vigneron, et de descendre à la cave et de déguster les vins avant de les emporter. Une clientèle d'habitués. Une clientèle d'habitués, oui. Des gens très fidèles dans l'ensemble, d'un rapport agréable. Ce sont eux qui nous font vivre. Et actuellement, où les affaires ne sont pas toujours florissantes dans beaucoup de domaines, on est content d'avoir justement la fidélité de cette clientèle. À la longue, ça se confirme, la clientèle particulière est une bonne clientèle et je pense qu'il faut tout faire pour la garder. Et alors, la bande de vendangeurs? Ah ben, la bande de vendangeurs, elle est très sympathique. Tout se passe bien, il y a de l'ambiance. Ce sont des vendangeurs que vous reprenez un peu tous les ans? Oui, là c'est une équipe que j'avais pratiquement entièrement l'année dernière. Et je pense qu'ils étaient contents. Ils ont voulu revenir cette année et j'en suis bien content. Hein? Ça y est, hein? Après la côte de Beaune, retour en côte de nuit, dans l'un de ses plus célèbres vignobles, Clos Vougeot, un nom connu dans le monde entier. C'est ici qu'au XIIe siècle, les moines de l'abbaye de Cîteaux commencent à planter quelques vignes. Toutes les terres que leur lèguent les fidèles sont rapidement plantées de nouvelles vignes, et à cette époque, le vin des moines cisterciens est déjà d'une qualité exceptionnelle. Les plantations continuent pour en arriver au XIVe siècle à un vignoble d'un seul tenant que les moines vont clore d'un mur. C'est toujours ce même mur qui entoure les 50 hectares du célèbre Clos Vougeot. Le château du Clos, lui, est édifié au XVIe siècle et le célèbre vignoble va rester la propriété des moines cisterciens jusqu'à la Révolution. Confisqué par l'État, il est vendu aux enchères le 13 février 1790 à un sieur Focard. Pendant 200 ans, le vignoble change plusieurs fois de main, puis est réparti entre différents propriétaires. 19 en 1920, et actuellement, les 50 hectares du Clos sont la propriété d'environ 80 viticulteurs bourguignons. Monsieur Mongeard, comment se présentent les vendanges cette année? Comme vous voyez, très bien. On est dans une belle parcelle au château du Clos Vougeot. Et puis on a un soleil magnifique depuis quelques jours, depuis une huitaine de jours, depuis les vendanges. Donc voilà. Les vendanges toujours sous le soleil cette année? Encore sous le soleil cette année pour la 4e année consécutive. Et c'est vraiment très rare, de mémoire de vigneron, on n'a jamais vu ça. 4 années consécutives de soleil et de belles récoltes, c'est magnifique. Nous avons ces 2 parcelles au Clos Vougeot, celle-ci près du château, une un peu plus loin. Mais la majeure partie de l'exploitation se trouve sur Vaune-Romanée et Flagey. Dans les échezeaux, grands échezeaux, Vaune-Romanée, Suchot, dans les premiers crus. Vous voyez, une exploitation familiale répartie sur 20 hectares, sur 5-6 communes. Alors, un poète a dit que Vaune-Romanée était la perle du milieu dans le collier bourguignon. C'est exact, oui. Oui, c'est Courtépée, je crois, qui a dit ça. Et effectivement, pourquoi il a dit ça? Parce que Vaune-Romanée, c'est la commune la plus prestigieuse, je le dis avec fierté, mais enfin en toute modestie malgré tout. Nous avons donc les plus grands crus de la Bourgogne, et j'oserais presque dire du monde, puisque vous avez la Romanée-Conti, vous avez le Richebourg à côté, vous avez la Romanée Saint-Vivant,
Vous avez la Romanée, qui est la plus petite appellation de France avec 80 arts environ. Et puis maintenant, nous avons la Tâche également et la Grand Rue. Depuis peu, la Grand Rue elle vient d'être classée en Grand Cru. Elle était classée en premier cru, elle vient d'être classée en Grand Cru. Alors comment peut-on comparer par exemple les vins de Vosne-Romanée avec ceux de Gevrey-Chambertin? C'est différent. Les vins de Gevrey-Chambertin sont plus corsés, sont plus mâles, les Vosne-Romanée sont plus féminins, plus élégants. Voilà. C'est le même cépage, c'est toujours le Pinot, mais c'est la richesse du terroir de la Bourgogne, toute cette mosaïque avec ces différences de sol à quelques centaines de mètres l'une de l'autre, même pas quelquefois. On a des différences. Et les vins de Gevrey, les Chambertins, sont très bons vins, d'excellents vins, de la même classe, mais avec des caractères différents. Alors parlons un peu plus du cépage, le Pinot Noir. Ah. Alors le Pinot Noir, ben, c'est le Pinot de toute la côte, hein, pour les vins rouges, bien sûr, les vins blancs étant le Chardonnay, comme chacun le sait. Et le Pinot Noir, c'est certainement ici cultivé sur son lieu de prédilection. C'est en Bourgogne que le Pinot Noir s'exprime le mieux. Il est cultivé en Alsace, il est cultivé en Champagne, il est cultivé maintenant en Californie, mais c'est certainement en Bourgogne où le Pinot s'exprime le mieux et donne le meilleur de lui-même. Cépage un peu délicat quand même, dont il faut s'occuper. Cépage extrêmement délicat, et vous savez, nos parents disaient le raisin mûrit au son des ballonges. Le son des ballonges, c'était les cuves en bois que nous mettions sur les remorques avec les roues cerclées fer, qui faisaient beaucoup de bruit quand on arrivait, comme ça on entendait sonner les ballonges. Et pourquoi ils disaient ça? C'est parce que le raisin, en quelques jours, il mûrit, il prend sa maturité. Il y a 8 jours, c'était tout juste, hein? Et maintenant, ben, il faut l'enlever vite. Il y a des cépages qui se tiennent mieux, qui se gardent mieux. Le Pinot, il est très délicat à cultiver toute l'année, mais il faut être très précis au moment de la récolte. C'est très important pour garder l'équilibre entre l'acidité et le degré. C'est très délicat. Alors le métier de vigneron en Bourgogne, c'est une longue tradition. Oh, ben oui, c'est une longue tradition. Oui. Moi, je suis la 7e génération. Mon fils, là, que vous avez vu tout à l'heure, est la 8e génération. J'ai des petits-enfants. J'espère que ça sera la 9e génération connue, parce qu'il y en avait peut-être avant, mais on n'a pas la possibilité de recenser. Mais je ne suis pas une famille exceptionnelle. Ça va de père en fils chez soi. En Bourgogne, c'est comme ça. C'est surtout des exploitations familiales, contrairement à Bordeaux, où on trouve des grandes exploitations avec des grandes sociétés, etc. Nous, c'est l'exploitation familiale, le vigneron comme moi, comme mes enfants, comme la majorité des viticulteurs de Bourgogne, cultivent leurs vignes, font leur vin, et c'est ça, et c'est notre richesse. La moyenne d'un vignoble de propriétaire de Vosne-Romanée? Ça a augmenté un petit peu avec la mécanisation et puis les frais de l'installation de cuverie qui coûtent très cher. Alors, ça s'est regroupé un petit peu. Avant, nous étions à 3-4 hectares de moyenne. Maintenant, on peut dire que de 8 à 7-8 hectares, 10 hectares, c'est la moyenne des exploitations familiales. Ce qui se dissocie moins, pour un tas de choses. Les frères travaillent ensemble, soit en GAEC, soit en société, comme moi avec mon garçon, on est en SARL. Enfin, vous voyez, c'est toute une structure qui évolue aussi avec malheureusement les conditions de la fiscalité qui sont pas toujours très favorables, qui sont très lourdes pour la viticulture. Alors je suppose que dans votre jeunesse, vous avez travaillé avec des chevaux. Ah, moi j'ai travaillé avec des chevaux, bien sûr. On labourait ici avec des chevaux et c'était pour moi un plaisir, jamais labouré. J'ai beaucoup regretté de passer à la mécanisation, mais on ne pouvait pas faire autrement. Mais quand on avait des chevaux bien dressés, ils connaissaient les bornes, ils s'arrêtaient aux bornes, ils ne cassaient rien du tout. C'était vraiment un plaisir de travailler avec nos chevaux de vigne. Alors en ce moment, on est dans les vignes sous un beau soleil, mais il faudrait peut-être parler un peu des travaux tout au long de l'année. Oh, alors là, les travaux, ils sont multiples, prenants. Et quand on me pose la question, je dis qu'un viticulteur, comme beaucoup le sont maintenant, c'est-à-dire qu'ils commercialisent, ils font toute la chaîne, depuis la production jusqu'à la commercialisation en vente directe, on n'a pas une minute d'arrêt, on n'a même pratiquement pas le temps de prendre des vacances. Hein.
Alors moi, j'en prends pas de vacances parce que j'estime que je suis en vacances toute l'année. Je fais le métier qui me plaît, qui m'a plu toujours. Je souhaite que ça continue comme ça. Quand on fait avec bon cœur, avec tout ce qu'on peut imaginer, ben c'est pas dur le métier de vigneron. Mais enfin, il faut être baissé, il faut tailler, il faut. Souvent, les gens croient qu'il y a la taille et la vendange. Mais non, il faut tailler dès le printemps, tout l'hiver on taille même, dès le printemps on finit la taille, on attache les branches, on range les treillages, après ça on ébourgeonne, un métier, un travail très très délicat et très important dans notre métier pour bien maîtriser les rendements. C'est l'ébourgeonnage qui permet à un bon vigneron de maîtriser ses rendements, il ne faut pas l'oublier. Et après on a le palissage, tout ça il faut le ranger, le rognage, enfin, si je ne parle pas des traitements, on a beaucoup de traitements contre les maladies, contre les insectes. Alors depuis quelques années, on fait une lutte très très raisonnée, c'est-à-dire qu'on modère nos traitements, on les ajuste bien, les doses, pour éviter le maximum de résidus dans les vins. Il nous faut maintenant non seulement avoir des bons vins, mais des vins propres, des vins qui ne contiennent pas de résidus. Et ça, on s'y est attaché. On a des techniciens maintenant qui nous ont aidés, conseillés, et c'est bien au point. On fait des luttes très raisonnées. Mais on peut dire quand même que la qualité du vin se fait déjà à la taille de la vigne. Oh, la qualité du vin, elle se fait même avant. Elle se fait déjà par la sélection du pinot, parce qu'on peut avoir des pinots qui, au cours des siècles, ont un petit peu dégénéré. Il faut donc maintenant avoir des pinots sélectionnés pour bien maîtriser les rendements. C'est la première des choses. Après, il faut tailler, bien sûr, c'est déjà une condition. Et après, ébourgeonner. Vous voyez, le rendement. Il faut aussi parler des fumures, parce que la vigne, c'est aussi bizarre que ça paraisse, c'est une plante de terrain pauvre. Il faut qu'elle souffre un petit peu pour s'exprimer. Il ne faut pas la bourrer d'engrais, il ne faut pas la bourrer d'azote, il ne faut pas la bourrer de potasse. Il faut vraiment y aller très modérément. Et chez nous, au domaine, depuis plusieurs années, on a complètement supprimé les fumures et on s'aperçoit que notre récolte s'en porte mieux. Vous avez vu tout à l'heure, les raisins sont sains, sont beaux, alors que s'ils sont bourrés d'engrais, ben, on a souvent des foyers de pourriture, c'est très ennuyeux. La qualité, c'est pas que la vinification, c'est la vinification, bien sûr, mais c'est pas que la vinification, c'est tout un art, c'est tout un métier, et comme je l'ai écrit, j'ai un peu de responsabilité, je l'ai écrit dans un de mes éditoriales, et j'ai dit à chaque coup à mes collègues, j'ai dit à chaque coup de sécateur, pensez au rendement. Parce que si vous mettez 2 yeux productifs de plus sur un cep, vous multipliez ça par 10 000 pieds à l'hectare et vous avez tout de suite 15%, 20% de rendement supplémentaire qu'on n'a pas besoin. Et nous, le pinot, les rendements de base sont de 35 à 40, 45 hectolitres. Pour nous, les pinots, c'est très bien comme ça, il ne faut pas dépasser ces rendements-là. Sitôt qu'on dépasse ces rendements-là, on n'a plus la typicité du terroir, on n'a plus la typicité du pinot. Alors justement, à propos de typicité, qu'est-ce que vous pensez des levures Bourgogne? Ah, alors, la levure Bourgogne, moi je suis bien au courant puisque je suis président de la commission technique à l'interprofession. Et ce qu'on a voulu surtout, c'était trouver une levure isolée, une levure typique Bourgogne, c'est-à-dire que cette levure nous amène plus de matière colorante et surtout, c'est un des critères que j'avais fixés, permettre de bien finir les fermentations, les cuvaisons. Parce que si vous avez des levures paresseuses, elles peuvent s'arrêter à 997, 998 de densité, c'est-à-dire qu'il reste 3 grammes, 2 grammes et demi, 3 grammes et demi de sucre, et c'est très ennuyeux. Les levures sont arrêtées et on ne peut plus les faire repartir, c'est très ennuyeux. Ça n'arrive pas souvent, heureusement, mais ce qu'on a cherché, c'est avoir à notre disposition une levure propre à la Bourgogne, qui ne soit pas la levure du boulanger ou la levure qui sert à faire des bières ou à faire du vin blanc ou à faire n'importe quel cépage. On a donc voulu isoler une levure Bourgogne. Alors cette levure va être testée grandeur nature cette année. Moi je vais en tester sur deux cuvaisons. Et si ça va bien, on pourra la commercialiser l'année prochaine. Et ça serait une levure type Bourgogne qui peut nous amener de bonnes choses avec des couleurs plus intenses, des productions d'alcool plus importantes, parce que ça dépend comment elle travaille, et puis surtout qu'elle finisse bien en milieu alcoolique, qu'elle finisse bien les fermentations. Voilà. Alors, au point de vue commercialisation, quelle est votre clientèle? Ou alors nous,
on fait d'abord tout en bouteille, hein, depuis nos appellations régionales jusqu'aux nos grands crus, Clos-Vougeot, Grand Chezeaux, Richebourg, tout est commercialisé en bouteille, depuis très longtemps déjà. Notre chiffre d'affaires à l'exportation est entre 70 et 75 pour cent par an. C'est donc quand même assez important. Le premier client est encore les États-Unis aujourd'hui. Et puis après, l'Europe, Angleterre, Benelux, Allemagne, Italie. Et on envoie aussi au Japon et un peu en Australie. On a une clientèle assez vaste. Ce qui permet, quand ça cloche sur un secteur, de reporter sur l'autre. Et les Japonais viennent vous visiter? Les Japonais, je reçois beaucoup de clients japonais. On travaille depuis quelques années au Japon et je crois que nous sommes assez bien cotés. Notre vin est assez bien coté au Japon. Alors comment les Japonais vous parlent-ils de la qualité des vins de Vaune Romanée? Ce sont une clientèle, comme la majeure partie, c'est une clientèle très, très stricte, autant sur la présentation du produit que sur la qualité même du produit. Je pense que c'est un marché à suivre de très près, mais il faut être très strict sur la qualité, comme partout ailleurs, mais encore plus au Japon. Alors, cette année, Vaune Romanée organise la Saint-Vincent tournante. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Alors, rapidement, oui, bien sûr. La Saint-Vincent tournante est partie sous l'égide de la confrérie du Tas de Vin, qui sont propriétaires du château du Clos-Vougeot. Ça a démarré en 1939. Ça s'est interrompu par la guerre, bien sûr. Et ça avait commencé en 1939 à Vaune Romanée, vous voyez. Après, nous avons reçu la Saint-Vincent en 1969 et nous nous apprêtons à la recevoir en 1992. C'est donc une fête des vignerons pour fêter Saint-Vincent, Saint-Vincent qui est notre patron. Et chaque année, une des communes de la côte reçoit toutes les sociétés de Saint-Vincent, de secours mutuel, enfin tout le monde se regroupe. Cette année à Vaune, l'année dernière c'était à Puligny. C'est très souvent une fois dans la côte de Vaune, une fois dans la côte de Nuit. En principe c'est comme ça évolue quelquefois. Et on attend probablement sur les 2 jours, le samedi et le dimanche, 25 et 25 janvier, on attend... on ne sait pas, mais si le temps le permet, 150, peut-être 200 000 visiteurs. Alors, beaucoup de journalistes, beaucoup de restaurateurs, les vignerons invitent leurs amis, leurs clients. Pendant 2 jours, on fait déguster nos vins, on ouvre, comme on le fait souvent, comme tous les pays de la côte, on ouvre et nos caves et nos cœurs, et ça nous fait plaisir de montrer un petit peu notre production, de parler de notre métier, voilà, de recevoir nos amis. Et les vignerons se promènent avec Saint-Vincent? Alors, toutes les délégations sont accompagnées du Saint-Vincent, du sein de la commune. C'est très intéressant. Il y a les bannières de secours mutuel, il y a les fanfares, bien sûr. Enfin, c'est un défilé qu'il faut voir, un défilé folklorique. Et grâce à la confrérie, ça vaut la peine. Si vous êtes disponible, je vous invite à participer à la Saint-Vincent. Il y aura des belles prises de vue à faire. Hein. Mais on vous remercie. Et autour de Saint-Vincent, les verres sont nombreux. Ah oui, il doit y avoir, je sais pas, on a dû faire quelque chose comme 100 000 ou 150 000 verres qui seront vendus, c'est-à-dire qu'on achète son verre et après, on va déguster dans les caveaux le vin. Cette année, on dégustera un Vaune Romanée 86 et un Vaune Romanée 89. Et puis, les vignerons ouvrent leurs portes, alors les bouteilles un peu plus prestigieuses, un peu plus rares aussi, qu'on offre à nos amis. Il y a un banquet à la commune de 1500 couverts et il y a un banquet ici au Clos-Vougeot de 500 couverts et il n'y a pas assez de place. Alors, vous voyez, c'est une manifestation médiatique maintenant, mais qui avait démarré, je vous dis, depuis 1939 pour reprendre en 46-47. Et depuis ce temps-là, c'est entré dans les mœurs. Les 80 propriétaires du Clos ont eu leurs idées de former une association de défense de la qualité des vins du Clos-Vougeot. Pourquoi cette association? Écoutons leur président, M. Jean Griveau. Cette association des propriétaires du Clos-Vougeot est une association de défense de l'appellation. À l'origine, des gens se sont rassemblés pour qu'on ne dise pas n'importe quoi sur le Clos-Vougeot et qu'on ne fasse pas n'importe quoi, surtout avec les vins, avec la récolte du Clos-Vougeot.
Il fallait donc protéger l'appellation et faire attention à ce que les décrets soient bien respectés. Parce que nous vendons de l'appellation contrôlée. Donc il faut qu'elle soit contrôlée. Elle l'est par l'Institut des appellations d'origine, mais elle l'est un petit peu en plus par nous-mêmes qui faisons une autodiscipline et qui essayons de bien faire respecter tous les décrets de taille, de fumure, de récolte, de qualité du vin surtout. Parce que le Clos de Vougeot, le vin du Clos de Vougeot est très connu. Il doit être bon et de meilleur en meilleur. Donc il faut agir dans ce sens-là. Un autre but, c'est d'éviter que des gens mal intentionnés, en France ou ailleurs, mais c'est surtout ailleurs, vendent du Clos Vougeot sans en avoir récolté. Et c'est à ça qu'on s'attache beaucoup. Alors, on peut, il y a 400 ou 500 ans, être ici en compagnie des moines cisterciens. Oui. C'était comme ça à l'origine. C'est les moines cisterciens qui ont implanté la vigne, qui l'ont cultivée. À cette époque, il n'y avait pas de problème de contrôle et de problème de renommée. Ils faisaient le vin le meilleur possible et personne ne pouvait soupçonner que quelqu'un ait envie de tricher. Mais l'homme étant ce qu'il est, il faut contrôler un peu maintenant pour qu'il ne soit pas tenté de tricher, voilà, disons le mot. Alors, on dit qu'à l'époque, il y avait 3 cuvées des moines au Clos Vougeot. Ah oui. Je connais bien sûr cette chose qu'on dit. La cuvée des papes, la cuvée des évêques ou des abbés et la cuvée des moines. La cuvée des papes étant celle du haut et la cuvée des moines étant celle du bas. Alors, rien d'officiel n'existe à ce sujet. On ne connaît rien, ça ne repose sur aucune base solide. Quelqu'un l'a dit un jour et la tradition orale l'a perpétué. C'est arrivé jusqu'à nous. C'est joli. Ça ne correspond pas tout à fait à ce que je pense. Moi, je n'aurais pas dit ça. Parce que quelqu'un l'a dit un jour. Ça a commencé par quelqu'un qui a raconté cette chose-là. Moi, je ne l'aurais pas raconté de cette façon-là. Ces 3 cuvées seraient supposées qu'on vendange le Clos Vougeot en travers. Et ce n'est pas logique, on travaille dans le sens de la pente. Il faut bien dire qu'à cette époque-là, la vigne était plantée en foule et non pas en rangée avec des fils de fer et des piquets. Donc on pouvait travailler dans n'importe quel sens. Mais une autre raison me fait penser ça. Me fait penser qu'il n'est pas tout à fait comme ça. Parce que c'est l'expérience des récoltes qui me fait penser ça. Il n'est pas logique lorsqu'on est propriétaire du Clos Vougeot en entier. Personne n'a maintenant le Clos Vougeot en entier, mais les moines l'avaient. Et les moines étaient intelligents et ils avaient une bonne dégustation. Ils dégustaient les vins, ils cherchaient aussi à faire le meilleur vin possible. Alors le meilleur vin possible, on l'a avec une complémentarité maximum des qualités. Donc avec du haut qui donne plus de finesse, du bas qui donne plus de sève et plus de puissance. Ce sont des sols différents et c'est comme ça, je pense, qu'on obtiendra la meilleure qualité de vin. Et je pense que les moines, bons dégustateurs et cherchant à faire le meilleur vin possible, faisaient ça. La réputation de tous les crus de Bourgogne, elle a été faite avec le coteau. Et le coteau, ça commence en bas et ça finit pas jusqu'en haut, parce qu'en haut, c'est pas tout à fait aussi bon. Le pied du coteau et le milieu du coteau. Il ne viendrait à l'esprit de personne de faire une cuvée avec le bas de sa vigne et d'en faire une autre avec le haut. Toutes les grandes cuvées, toutes les bonnes bouteilles, toutes les bouteilles merveilleuses qui sont faites en Bourgogne sont faites avec la vigne entière, le bas et le haut. Parce qu'il y a, je me répète, une complémentarité des qualités. Il n'y a pas les mêmes éléments, et ces éléments, mis tous ensemble dans le même vin, font les merveilles qu'on arrive à faire. Alors, comment peut-on expliquer une aussi grande variété de crus avec un seul cépage, le pinot noir? Et ça, c'est un mystère de la Bourgogne. Savoir qu'on utilise un seul cépage, le pinot, et que lorsque vous tenez une jeune greffe, un jeune plant de pinot, si vous le plantez au Clos Vougeot, ça donne du Clos Vougeot, et on vient de voir qu'en haut, ça ne donne pas tout à fait le même qu'en bas. Vous le plantez dans les Richebourg, ça donne du Richebourg, vous le plantez dans les Cortons, ça donne du Corton.
Alors pourquoi? C'est les mêmes soins, pourtant, c'est la même qualité, c'est la même compétence du vigneron, mais il y a des sols différents. Or, les sols sont une épaisseur importante de calcaire, un peu d'argile, avec des proportions différentes. Dans le Clos Vougeot, beaucoup de calcaire, beaucoup de profondeur, des mètres et des mètres de calcaire, où les racines descendent, parce que ce n'est pas de la roche pleine, ce n'est pas une roche massive où les racines ne pénétreraient jamais. Mais ça ne suffit pas à tout expliquer. Parce qu'il y a des nuances, il y a des différences. On parle aussi beaucoup des oligo-éléments. Des oligo-éléments, comme leur nom l'indique, étymologiquement, il y en a des toutes petites quantités, et on ne peut pas les reproduire, et c'est ça qui fait les différences des crus. Parce que sinon, comment expliquer, avec une exposition semblable, avec les mêmes soins, avec tout ce que le vigneron peut donner, qu'on n'obtienne pas du Clos Vougeot aussi dans la plaine de la Saône? Parce qu'il y a de la place, si on pouvait en faire, on en ferait. Et ça ne marche pas parce que le sol n'est pas le même, il n'y a pas les mêmes oligo-éléments, et on n'a pas cette qualité, cette quintessence de vin qu'on obtient ici dans des sols finalement beaucoup plus pauvres, très pierreux. Vous voyez, tous ces chaillots, c'est pierreux, c'est souvent difficile à cultiver et c'est assez aride. La vigne a des racines très profondes et va chercher l'eau et les oligo-éléments et les cils minéraux très loin au milieu de ce calcaire. Et je pense que le secret qui n'en est pas un, mais qui est une chose qu'on ne peut pas reproduire, c'est cette recherche de tous les éléments dans le sol par les racines. Parce qu'on ne peut pas reproduire ça. Si on le pouvait, il y a longtemps que ça serait fait. On ne peut pas faire du Clos Vougeot ailleurs qu'ici, comme on ne peut pas faire du Chambertin ailleurs que dans le Chambertin, ou du Musigny, puisqu'on n'est pas loin, ailleurs que dans le Musigny. Et ça, on le constate, on ne l'explique pas complètement. Et en tout cas, on ne peut pas le synthétiser. Et le terrain pauvre est le domaine privilégié de la vigne. Oui. Oui, la vigne est un enracinement profond. Elle vit donc très bien avec la sécheresse. Et d'ailleurs, toutes ces années qu'on vient de passer, avec beaucoup de soleil et beaucoup de sécheresse, les vins sont exceptionnels. On a fait une série d'années exceptionnelles, un petit peu en même temps qu'il y avait une série de mauvaises années pour les prairies. Quand l'herbe sèche, la vigne est contente. Alors, dernière petite question, beaucoup de gens sont en train de vendanger ou ont terminé, et vous n'avez pas encore commencé. Ah oui, alors, ça c'est un choix qu'il faut faire. Il n'y a pas non plus de secret ni de recette, parce que s'il y avait une recette, aussi bien à la vigne, dans la culture de la vigne, ou à la cave, tout le monde ferait le même vin, et ce n'est pas du tout comme ça que ça se produit. Donc il faut réfléchir et savoir que sécheresse qu'on a eue a fait quand même une alimentation de la vigne un peu insuffisante. J'ai dit que la vigne était capable d'aller chercher l'eau très loin, mais enfin, il y a quand même une limite. Et le sucre qui est... Je m'amuse, je joue avec une feuille de vigne depuis longtemps. Eh bien, le sucre est élaboré grâce à l'assimilation chlorophyllienne au niveau de la feuille. Et il faut que ce sucre migre vers le raisin. Or, il faut qu'il y ait une circulation de sève suffisante pour que ce sucre migre. Et ensuite, après une pluie, il est monté trop d'eau. Il faut que cette eau s'évapore et qu'on ait un rééquilibrage des éléments dans le raisin. Je vous dis ça comme un vigneron le sent. Un scientifique vous dira que ça ne repose pas non plus sur des bases solides, mais ce n'est pas avec des analyses qu'on fait les vins de qualité. Il faut de la technique, mais il faut aussi réfléchir et utiliser l'expérience, disons le pifomètre, l'expérience, ça sera plus joli pour faire des grands vins. Et moi je pense, avec les risques que ça comporte, d'avoir un peu la pluie sur le dos pour vendanger ensuite, mais on aura des vins plus équilibrés, on aura j'espère, un meilleur vin. On ne pourrait quitter le célèbre clos sans aller faire un petit tour à l'intérieur du château, où l'on peut encore admirer les vieux pressoirs construits au Moyen-Âge par les moines cisterciens. Alors laissons-nous imaginer ici les moines en train de presser et déguster leur vin. Le château est maintenant la propriété de la confrérie des chevaliers du tas de vin. Écoutons leur grand connétable,
Marc-Louis Chevignard nous racontait leur histoire. La confrérie des Chevaliers du Tas de Vin a été créée en 1934 par quelques vignerons et leurs amis à Nuits-Saint-Georges notamment. Les premières réunions se sont déroulées au caveau Nuiton. Et l'esprit, à l'époque, voulait qu'il y a une surproduction dans le vignoble, les caves étaient pleines, le vin de Bourgogne n'était pas très connu. Et l'idée était simplement d'inviter nos amis, les amis de nos amis, leur montrer la qualité de nos produits, donc de nos vins, la chaleur de notre convivialité. Et puis, ils se souviendraient de leur séjour qui était transformé en fête. Ils repartiraient chez eux, loin de la Bourgogne, loin de France parfois. Et ils se souviendraient de leur séjour, en parleraient à leurs amis qui, à nouveau, viendraient à Nuits-Saint-Georges et en Bourgogne. C'était déjà une idée de promotion des vignerons. Oui, je crois que c'était une des premières... on dit souvent qu'on est les inventeurs, que la confrérie a été l'inventeur des relations publiques. Et je crois que c'est tout à fait ça. Nous ne vendons pas du tout de vin, nous mettons en avant l'idée de la qualité de la Bourgogne et de ses vins. Alors, après Nuits-Saint-Georges, la confrérie se déplace. Alors, la confrérie s'est déplacée tout doucement. 1934, le caveau Nuiton, nous avons transité quelques mois au château de la Berchère qui avait accueilli le Grand Conseil, et puis nous nous sommes retrouvés en 1944 au château du Clos de Vougeot, où vous trouvez actuellement. Et en 1944, nous sommes devenus propriétaires de ce château qui accueille, lors de ses 17 chapitres annuels, les membres de la confrérie et leurs invités. Alors, qu'est-ce qu'un chapitre ? Ah, un chapitre, comment vous le dire? C'est une grande fête qui apporte le rêve et qui met en avant l'idée de la qualité, de la joie de vivre que nos vins et que nos vignerons sont supposés développer. C'est une fête à tous les niveaux. Nos invités, nos chevaliers du tas de vin sont habillés de façon tout à fait élégante, bien sûr. Les verres de cristal brillent sur la table, les assiettes, les couverts, la qualité des vins servis, la chaleur, vraiment le cœur que mettent les cadets de Bourgogne qui chantent tout au long de la soirée des chansons d'amour et à boire. Tout ça fait que c'est une fête magnifique en l'honneur du vigneron et de la Bourgogne qui se déroule ici même derrière moi. Avec un petit côté théâtral de mise en scène. Bien entendu, il ne faut pas oublier que nos pères sont Rabelais et Molière et que le cérémonial est resté le même depuis la fondation de la confrérie du Tas de Vin. C'est un latin de cuisine que nous utilisons mais qui est toujours bien à sa place ici. Abandonnons le Clos Vougeot pour nous diriger à quelques kilomètres de là vers un vignoble tout aussi célèbre, la Romanée Conti. Sur la commune de Vaune-Romanée, ce tout petit vignoble de 1 hectare et 80 arts est l'un des plus renommés dans le monde. Et ses vins, les plus recherchés, mais aussi les plus chers, avec Yquem et Pétrus dans le Bordelais. Ces quelques arpents de vignes, d'abord propriété de l'abbaye de Cîteaux, furent jadis convoités par Madame de Pompadour. Mais c'est finalement le prince de Conti qui en fit l'acquisition en 1760, d'où bien sûr son nom de Romanée Conti. Actuellement, il se trouve sous la forme d'une société civile dont les heureux copropriétaires viennent ici assister aux vendanges.
quel vignoble, on prend bien sûr grand soin des raisins. Du petit panier en osier, attribué à chaque vendangeur, les raisins sont ensuite versés, avec beaucoup de délicatesse, dans les bénatons sur la remorque. On peut dire que toutes les précautions sont prises pour assurer jusqu'à la cuverie un transport des raisins dans les meilleures conditions.